Bonjour. Écrire des chroniques peut souvent émerger d'un besoin impérieux de concrétiser un ressenti, de mettre à jour des émotions et les exorciser. La chronique a la particularité d'être régulière, elle est le plus souvent subjective et personnelle et la nuance est souvent marquée comparativement avec le billet ou carrément avec un journal. Nous avons le plaisir d'accueillir Reda Benkoula, journaliste, enseignant et fondateur du journal L'Initiative, fondé en 2014, qui est de contenu économique, social et culturel. Reda a 2 baccalauréats, un en sciences politiques et relations internationales et un en sociologie du travail et des organisations. Il a fait une maîtrise en sociologie à l'Université du Québec à Montréal et poursuit un doctorat dans la même discipline. Il est l'auteur de Chroniques des centres d'appel. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Art et Lettres. Reda, bonjour. Bonjour. Heureux de t'accueillir chez Art et Lettres. Vous êtes parmi les journalistes connus de la communauté du Maghreb avec le journal Initiative que vous avez fondé, un journal donc de contenu économique, social, culturel. Vous avez fondé en 2014. D'abord, j'aimerais savoir comment vous est venue l'idée de faire l'initiative. En fait, l'idée était simple. Je suis dans le domaine depuis plus de 15 ans déjà. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, je me suis dit, je vais écrire. Je collaborais avec plusieurs journaux. Et à un moment donné, j'ai décidé de lancer ma propre entreprise et faire mon propre journal. Donc, une entreprise culturelle, comme ça, avec un journal communautaire qui dure maintenant plus de 4 années. Mais vous avez donné ce titre, L'Initiative. L'initiative, c'est quelque chose de courageux. Pourquoi ce titre? Qu'est-ce que vous voulez transmettre à travers ce titre? En fait, tout simplement encourager toutes les initiatives. Montréal, c'est la ville où il y a beaucoup d'initiatives entrepreneuriales. Donc, on s'est dit ce serait un bon titre, accrocheur, mais oui. aussi qui parlerait au monde, parce que, en fait, la créativité est ce qui caractérise un petit peu ici au Québec. Donc, tout le monde a ce côté créatif dans son domaine, dans le domaine des arts, l'économie, la culture et tout. Et donc, pour nous, c'est une invitation à tout le monde de pouvoir s'exprimer à travers le journal. À travers le journal. Mon propre constat, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de journaux communautaires au niveau du Maghreb. Est-ce que vous partagez d'abord ce constat? Parce qu'ils sont comptés sur le bout des doigts. C'est vrai que si on parle de journaux papier, c'est vrai que la conjoncture actuelle, il faut la voir de manière globale. Oui, les journaux imprimés ont tendance ont du mal parce qu'il y a la concurrence de Google, les médias sociaux, Facebook et tout. Donc, en plus, il y a le côté numérique. Donc, c'est sûr que le fait d'avoir des sites web, avoir une présence sur le web, ça permet de donner plus de voix, je dirais, que de se limiter juste au papier. C'est sûr qu'au niveau du papier, actuellement, il y a, si on peut résumer, il y aurait 4 journaux, donc 3 francophones et un arabophone, oui. C'est ça. Mais sinon, il y a des possibilités. Il y a d'autres sites web qui s'adressent à la communauté. Qui s'adressent à la Conksari, comme... C'est ça. Puis la plupart des journaux, quand même, ils ont leur plateforme web. Vous avez aussi votre plateforme www.l'initiative.ca. C'est ça. L'initiative, donc en un seul mot, sans le petit... Et puis, est-ce que ça a été facile pour vous de le créer? Est-ce que vous avez eu du soutien? Non. Ça, c'est une entreprise privée. C'est oui. Voilà, donc, de vos propres fonds. Donc, vous le faites vivre comment? Il faut aller chercher la publicité. Oui. C'est ça. Donc, il faut taper aux portes et tout. Oui. Et c'est pas facile, mais c'est un challenge. Donc c'est un petit peu ça le modèle d'affaires. Le journal est gratuit, mais la publicité ne l'est pas. Donc il faut aller chercher la publicité. Il faut aller chercher. Je pense que vous avez aussi réussi de très beaux partenariats. Vous avez été un peu partout avec Festival du monde arabe, Festival du jazz même, je pense. Festival des films du monde, Festival du nouveau cinéma, les RIDM, Festival de Vue d'Afrique, les Nuits d'Afrique. Ainsi que d'autres événements. Donc, et on vous a vu aussi à la revue Tikartok, mandatée par Diversité Artistique Montréal, c'est bien ça. On a vu une belle publicité de l'initiative.
C'est très bien. Alors, vous êtes auteur d'un livre qui vient de paraître, Chronique des centres d'appel. Mais avant ça, vous avez écrit un premier livre académique, si je ne m'abuse. Voulez-vous nous en parler? Le titre, c'est Les Algériens et Internet. Les Algériens et Internet, leur utilisation d'Internet? C'est ça. Donc, dans le fond, c'était une compilation, enfin une réécriture de mon mémoire à l'UQAM. Et donc, il a été publié aux éditions d'At-Tanwir, donc en Algérie. En Algérie, d'accord. La majorité des écrits, donc c'est une compilation qui ont été publiés dans des revues scientifiques. Et pour en faire un ouvrage en 96 pages. Un ouvrage donc qui serait donc accessible aux gens. Puis quel est le message? Est-ce que c'est plus l'utilisation des Algériens d'Internet ou de votre propre vision? Comment est-ce que vous avez analysé les choses? Est-ce que c'est un point de vue sociologique? C'était un point de vue sociologique. Je me suis intéressé au lien social et la manière dont l'Internet s'inscrit dans la société algérienne. J'avais fait un peu plus de 150 entretiens. 150 entretiens, c'est quelque chose. C'est beaucoup. Donc avec des tableaux et tout. Donc un petit peu, je me suis intéressé. Les résultats, c'était que voir que l'Internet s'inscrit dans la société parce qu'on ne peut pas échapper au développement. Dans le vécu, oui. Par contre, il y a les tensions. Donc je soulève justement les tensions, les résistances, la manière dont les individus socialisés se jouent un petit peu de ces dynamiques pour en faire leur propre utilisation. Exactement. Mais justement, vous parlez des Algériens Internet, parce qu'il y a aussi les Algériens, la diaspora algérienne dans le monde. Est-ce que vous l'avez visé aussi? Non, parce que mon travail de terrain était sur place en Algérie. Juste en Algérie? C'est ça. Donc vous avez pris le terrain local là-bas? Exact. Très bien. Et puis, faut-il mentionner aussi que vous avez exercé plusieurs métiers. Vous avez été auxiliaire de recherche, enseignant, vous avez une maîtrise. Est-ce que vous êtes aussi peut-être en doctorat? Le doctorat, j'ai fini mes cours avec succès, mais j'ai mis une pause. Oui, pour un petit recul qui va vous permettre. Et puis, comme je disais avant, vous avez fait part dernièrement auprès de la communauté d'un livre qui est présentement en format numérique, Chronique des centres d'appel. Des centres d'appel, vous savez, c'est un sujet qu'on aborde rarement quand on parle des centres d'appel, d'autant plus que je pense que c'est un premier passage obligé. Est-ce que ça a été votre cas? Pas vraiment, parce que j'avais déjà travaillé en tant que prof. Donc quand je me suis retrouvé au centre d'appel, c'était la période 2008-2009. Donc c'était la crise et tout. J'avais fini la maîtrise. Et à un moment donné, je voulais arrêter un petit peu, limiter l'endettement avec le prêt bourse. Il fallait trouver un travail, donc j'ai eu cette opportunité de travailler dans le centre d'appel. Pour moi, c'était un travail provisoire, mais le provisoire a duré 4 ans. Oui, donc ça s'est prolongé. Reda, on va faire une pause et on vous revient, mesdames et messieurs. Voilà de retour, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de Arts et Lettres avec notre invité Reda Benkoula. On parlait des centres d'appel et il faut dire qu'il y a une certaine perception de ce métier. Peut-être que les gens le trouvent comme un métier optionnel ou donc on le voit peut-être de manière réductrice. Est-ce que vous partagez cette impression? Un travail, c'est un travail. Donc, pour moi, il n'y a pas de sous-métier. Et c'est sûr que chacun, dépendamment de sa vision. Moi, j'y ai travaillé pendant 4 ans. Mais je connais du monde qui travaille toujours. Et j'ai pu rencontrer encore une fois du monde qui était de passage, d'autres, ça faisait leur affaire. Ça dépend des personnes. Ensuite, c'est sûr que chaque centre d'appel est différent. Il y en a qui sont bien, mieux payés que d'autres. Les conditions aussi. Les conditions de travail qui dépendent, qui varient. Et puis donc, vous nous avez fait part de chroniques des centres d'appel. Pourquoi d'abord des chroniques? Pourquoi vous avez choisi des chroniques? En fait, tout est venu au moment où j'ai décidé de quitter le centre d'appel.
je me suis dit, bon, il faut qu'il en sorte quelque chose. Que tu laisses des traces. C'est ça. Alors, ce que j'ai fait, j'ai un petit peu discuté avec mes collègues, mais c'était un lent processus. Hein. Donc, je récoltais à chaque fois une petite histoire à droite, à gauche, un petit peu de ce que j'ai vécu, moi. Et donc, j'ai fait une compilation de petites histoires sur 4 ans. C'est sûr, moi, j'ai traité des milliers d'appels, mais c'est aussi avec l'apport de collègues. Et j'ai romancé un petit peu tout ça. Vous l'avez romancé en chronique, parce qu'il y a les chroniques, puis il y a le billet, ou carrément un journal. Le chronique, il peut avoir aussi donc, un caractère personnel et subjectif. C'est ce qui est intéressant dans la chronique. Je vois que vous l'avez intitulé, vous avez donné des titres très, très originaux, faudrait-il dire. La semaine de Samuel, les tribulations de Mike, les avantages du travail du représentant, histoire d'accent en coulisses. Est-ce que vous avez essayé de mettre une teinte d'humour? Est-ce que c'était volontaire de votre part? Oui, pour moi, c'était important de donner un peu d'humour parce que sans ça, il y aurait le côté réverbératif, on va dire, de la chose. Oui. Mais c'est aussi, pour moi, c'était important de donner différents points de vue. Donc, d'un côté, le regard de l'agent, d'un côté, le regard du client, d'un côté, le regard du superviseur, parce que c'est carrément un monde. Oui, c'est un monde, je dirais, quand même assez stressant. Est-ce qu'on peut dire qu'il est assez stressant, le monde des centres d'appel? C'est sûr qu'il y a du stress parce qu'il faut atteindre des objectifs quand il y a beaucoup d'appels et tout. Des fois, on disait, sans nommer certaines campagnes dans lesquelles on a travaillé, on parlait de pluie d'appels. Donc, il y avait beaucoup d'appels. Puis des codes d'éthique et des secrets. C'est toute une formation. Hein? C'est ça. On est formé avant d'être livré sur le plancher. Oui. Ensuite, il y a des normes, il y a une grille de qualité qu'il faut respecter, dépendamment des campagnes. Oui. Et voilà. Auprès des clients. Vous l'avez donc en format numérique. J'ai eu le plaisir de lire quelques passages. Si vous permettez, je vais lire La semaine de Samuel, chapitre 3. La semaine de Samuel, chronique des centres d'appel, mesdames et messieurs, de Reda Benkoula. Une semaine ordinaire. Les yeux toujours rivés sur son cellulaire avec sa casquette, qu'il ne quitte jamais, Samuel ne laisse personne indifférent. Avec le franc-parler qu'il a avec les clients, il aime apporter son commentaire sur son travail d'agent au service à la clientèle. Lundi. On me demande de respecter la grille de qualité. Mais le client, lui, est-ce qu'il me respecte? Mardi. La procédure de M n'est pas grave sur la pierre. N'est pas gravée sur la pierre, pardon. Mercredi. On me demande de ne pas trop réfléchir et d'exécuter le script à la lettre, mais n'a rien de réfléchir sur cette grille de qualité. Jeudi. Je veux bien servir le client, mais au moins qu'on me laisse faire à ma manière. Vendredi. Virez-moi, ou alors laissez-moi gérer mes appels comme je veux. Vous avez essayé de transmettre des moralités, si je ne m'abuse. C'est ça. C'est un petit peu le but, parce que le travail peut être un petit peu routinier, mais à travers des situations que chacun peut vivre, chacun peut y voir une certaine... peut s'identifier, parce que je mets en avant plusieurs personnages, et des fois ce sont des personnages un petit peu qui provoquent, d'autres fois ce sont des personnages un peu attendrissants, et le but justement c'est justement de dire voilà, il y a une humanité, il y a des personnes humaines là qui vivent derrière ce téléphone, parce que souvent on a tendance à oublier que c'est des personnes qui ont des vies, qui ont des familles, qui ont un vécu. On ne sait pas ce qui se passe, comment est-ce qu'ils travaillent, mais qui sont là pour répondre à notre besoin, pour répondre à nos appels. Exactement. Puis qu'est-ce que vous avez essayé, Reda, de transmettre au lecteur qui va lire Chronique Centre d'appel? Qu'est-ce que vous avez essayé de transmettre sur les qualités des agents de centre d'appel? Parce que quand vous venez de dire, c'est des gens comme tout le monde, mais ils ont des qualités comme ils ont des défauts. C'est quoi les qualités que vous avez voulu mettre beaucoup plus en valeur? Il y a le travail d'empathie, il y a l'écoute. Oui. Il faut faire preuve d'écoute, il faut aussi paraphraser le client. Des fois, on assume pas mal de choses, mais si on ne paraphrase pas le client... Pas couper le client au milieu aussi. C'est ça. Oui. Il y a aussi cette volonté de dire aux gens, voilà comment un petit peu ça se passe. Donc, des fois,
ce serait intéressant pour les gens de lire, dire est-ce que c'est fait pour moi ou pas, sans nécessairement y aller, donc partager un petit peu cette expérience. Voilà. Oui, et puis juste savoir, est-ce qu'il vous est arrivé peut-être un fâcheux événement une fois dans le centre d'appel? On ne peut pas dire que c'est des fâcheux événements, non. Ouais. Je suis resté 4 ans dans le même centre d'appel. Donc vous avez eu tout le contrôle et la maîtrise qu'il faut. Il y a toujours des anecdotes, mais avec des clients et tout. Des fois c'est rigolo, des fois... Des fois des clients impulsifs, des fois non. Le client est roi. Le client est roi, oui. Voilà. Donc, il faut respecter la grille de qualité. Exactement. Mais il faut justement... on est là pour évoluer. On est noté sur nos appels. Oui, exactement. Donc on progresse. Monitoring. C'est ça. Et si on a des difficultés, on demande. On n'est pas livré tout seul comme ça. Tout seul, exactement. Reda, on va faire une pause et on vous revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. On est de retour, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de Art et Lettres avec notre invité Reda Benkoula. Toujours dans le cadre de chroniques des centres d'appel. Comme je le mentionnais avant, il y a des titres assez révélateurs, assez intéressants. Comme ce titre-là, 3 astuces pour se débarrasser d'un client. C'est quoi ces astuces? Il y en a pas mal, il ne faut pas les dire. Il ne faut pas les dire pour laisser la possibilité qu'on puisse découvrir. Puis il y a les tribulations de Mike. Je suis certain qu'il y a le côté communicationnel qui permet de développer même sa propre personnalité dans le centre d'appel. Est-ce que vous l'avez vu comme ça? Est-ce que c'était un moyen, un vecteur qui vous a peut-être poussé à écrire ça? Oui, il y a ce côté. Déjà, quand on parle de centre d'appel, c'est sûr qu'il faut parler aux clients. Donc, ensuite, chacun peut y voir sa propre expérience. Hein. Comme je disais, il y en a qui peuvent ne pas aimer. Mais c'est un avantage parce que j'étais dans des campagnes bilingues et je parlais avec du monde de l'Est à l'Ouest, donc la grandeur du Canada. Donc j'avais l'occasion de me familiariser avec différents accents et de parler avec des personnes de tout âge, hommes et femmes, donc, de différents milieux et de résoudre plusieurs problèmes. Et ça, c'est aussi... un apprentissage. Un apprentissage à ce niveau. Les centres d'appel font partie au Canada et au Québec des premiers métiers, où on va les appeler comme ça, des jobs qui permettent aussi aux étudiants de s'identifier et d'avoir une première expérience. Si par exemple quelqu'un qui est jeune, qui veut s'établir au Québec, vient vous dire « bon, je veux travailler », est-ce que vous lui recommanderez de travailler dans un centre d'appel? Oui, ce serait bien, un point de départ. Ensuite, comme je dis, il y en a qui vont décider si c'est fait pour eux ou non. Je connais du monde qui travaille depuis 10-15 ans. Oui, il y a des gens qui travaillent depuis longtemps dans les centres d'appel. Oui. Encore une fois, ce serait un bon point de départ. Mais si quelqu'un a l'occasion de travailler dans son métier, voilà, il y a aussi peut-être pour certains des enchantements. Oui. Voilà, mais c'est sûr que quelqu'un qui n'a pas d'expérience et qui voudrait commencer, il n'y aurait pas trop d'exigences. Voilà. Donc, il y a toujours bien sûr une formation préalable qui se donne. Et je pense qu'à travers ce livre, vous avez aussi donné de l'importance à ce que certaines personnes trouvent insignifiant, de l'importance à ces agents qui sont des soldats de l'ombre qui travaillent. Mais pourquoi vous l'avez publié juste en numérique, Reda? Alors, on s'en va tout droit vers le numérique, là, mais pour l'instant, c'est mon premier livre en tant qu'éditeur. Donc, vous l'avez auto-édité. C'est ça, donc, aux éditions BHB. Donc, voir comment ça se passe et voir l'écho que je peux avoir. Je ne cache pas le fait que j'avais proposé le livre à des dizaines de maisons d'édition avant de me décider de l'auto-éditer. Disons, entre 2013 et 2014, je l'ai envoyé. J'ai eu des réponses au bout d'un an et tout, avec beaucoup de refus. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches. J'ai répertorié plus de 180 maisons d'édition ici au Québec. Au Québec, Donc, finalement, je me suis dit, il faut à un moment donné que ça déclenche quelque chose et tout. Et voilà, je n'ai pas baissé les bras. J'ai dit, bon, autant le faire on va le faire soi-même. Voilà. Oui.
Puis il y a la possibilité qu'il soit aussi, vous savez, qu'à travers le numérique, il y a aussi la possibilité de faire des tirages de papier qui sont réduits. Hein. Oui, ben, pour moi, toutes les options de partenariat et tout sont ouvertes. Hein. Je suis justement, comme je disais, je débute en tant qu'éditeur de livres. Donc, je lance un appel éventuellement voilà, pour faire des partenariats et voir comment est-ce qu'on peut l'éditer en format papier sans que ça coûte si cher. Ça coûte oui. Et c'est un beau projet. Je vous félicite, c'est la première fois qu'on en parle. Parce que parler de son... Peut-être qu'il y a des romanciers qui parlent des centres d'appel, mais hein, le titre n'est pas aussi... Parce que le titre « Chronique de centre d'appel », on sait que ça parle directement de ça. Maintenant, c'est quoi vos projets d'avenir, Reda? Est-ce qu'il y a des projets d'avenir qui s'en viennent Ben, déjà, avec la maison d'édition, il y a 2 livres qui sont en préparation. Voilà, donc 2 livres, c'est même pas un. Ouais. 2 livres qui s'en viennent. Ah ben c'est bien ouais. Ça, oui. Il y a aussi le journal. Hein. On oui. finit un journal, on prépare le suivant. Oui. Voilà. Le journal, il est mensuel. Il est mensuel une fois par mois, faut-il le rappeler, oui. C'est ça. Une fois par mois, www.l'initiative.ca. Et donc, juste pour retourner à Chronique des centres d'appel, les gens qui aimeraient donc aller commander je veux dire le format numérique. Ben, il suffit juste de rentrer sur le site web l'initiative.ca. Oui. Et ils peuvent, vous avez un onglet. Exact. Ils peuvent le télécharger, voilà, le commander en ligne. Et donc est-ce que c'est facile? Est-ce qu'on peut avoir une idée sur le prix? C'est vendu à combien? 12,99. C'est vendu à 12,99, d'accord. Puis la livraison directement par courriel. Puisqu'il est en format numérique, donc il suffit juste que la personne fasse la transaction via PayPal, donc tout est sécurisé. Très bien. Et ensuite, le format est livré. Est livré directement. C'est automatique. Donc dans le site l'initiative.ca. Et donc je reviens donc au projet d'avenir. 2 livres, est-ce qu'on peut avoir une idée sur ça parle de quoi? Pour l'instant, l'un ce serait en poésie, et l'autre c'est plus un livre, on va dire, d'images. Voilà, un livre d'illustration. D'illustration. Ouais. Excellent, excellent. Ben, Reda, c'était un plaisir de t'accueillir chez Arts et Lettres. Merci d'être passé nous faire part de cette belle thématique. Chronique des centres d'appel, mesdames et messieurs. Merci beaucoup de ta présence c'est moi qui te remercie. Avec nous. C'était tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup de votre fidélité, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous. À la prochaine. Qu'est-ce qui vous rapproche de lui? C'est quoi son originalité? Alors, celui de chez moi, je l'ai connu en 1989 et j'ai senti tout de suite que c'était mon maître spirituel. C'est un homme qui transcende, qui a transcendé à différents niveaux par le poids. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Arts et Lettres.